L'aviation représente l'avancée technologique la plus marquante de l'histoire de l'humanité. Les meilleurs exemples en sont le Concorde, et l'Airbus A380, plus gros transporteur aérien commercial du monde. Ces deux appareils seront conquis par des pilotes féminins. Tout le monde connaît les héros masculins de l'aéronautique. Les frères Montgolfier, Clément Ader, Blériot, les frères Wright, Mermoz, que les journalistes appelaient l'archange, ou Saint-Exupéry, le père du Petit Prince. Mais qui se souvient du nom des femmes qui participèrent et participent encore aujourd'hui à l'épopée du ciel? Dans un monde dominé par les hommes, les exploits des femmes ont souvent été occultés. Je vous propose de rendre hommage à toutes ces héroïnes qui, par leur volonté, leur ténacité, leur courage et leur noblesse de cœur, ont contribué au progrès de notre humanité en participant à l'histoire de l'aéronautique. Voici comment tout commença. Le 5 juin 1783, Joseph de Montgolfier et son frère Étienne font voler leur premier ballon à Annonay. Le 19 septembre 1783, à Versailles, devant le roi, ils font voler sur 8 km un ballon emportant les premiers passagers, un mouton, un coq et un canard. Le 21 novembre 1783, sur un ballon construit par les frères Montgolfier, Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlande s'élevèrent dans les airs depuis le jardin de la Muette pour se poser à la butte aux Cailles, effectuant le premier vol humain de l'histoire. Le 16 juin 1785, Pilâtre de Rozier s'écrasa au sol près de Boulogne en tentant la traversée de la Manche d'est en ouest. Il fut ainsi la première victime du transport aérien. Dès le 1er décembre, à Paris, le professeur Charles Robert et son épouse, première femme aéronaute, montent dans un ballon à hydrogène de son invention et grimpent à 3000 mètres. En 1805, Sophie Blanchard devient la première femme pilote d'Aérostat. Elle se tue en heurtant une cheminée. Le 17 décembre 1903, les frères Wilbur et Orville Wright effectuent le premier vol contrôlé sur un plus lourd que l'air. Leur avion s'inspire directement des planeurs d'Octave Chanute.
Le 25 juillet 1909, Louis Blériot traverse la Manche. Le 8 juillet 1908, Thérèse Pelletier est la première femme qui prend l'air dans un avion avant de devenir la première femme pilote. Toujours en 1908, Raymonde Delaroche, dite Baronne Delaroche, une artiste, passe son brevet de pilote et commence à rivaliser avec les hommes dans les meetings aériens. Malgré un accident qui lui brise le bras gauche, les deux jambes et le bassin, elle revient et gagne 2 fois de suite la Coupe Femina, épreuve de distance. Elle bat le record du monde d'altitude toute catégorie avec 4800 mètres. Elle meurt le 18 juillet 1919 au cours d'un vol d'entraînement dans la baie de Somme. Née en 1875, une Belge, Hélène Dutrieux, obtient le premier brevet féminin de Belgique et remporte la Coupe du Roi. Elle participe à des exhibitions dans toute l'Europe en 1910. En 1914, elle se fait ambulancière au service de la Croix-Rouge française avant de devenir journaliste. Elle décède en 1961. Une Française, Marie Marvin, sportive et championne dans toutes les disciplines, titulaire de 17 records mondiaux, obtient le 3e brevet de pilote féminin. Elle crée l'aviation sanitaire. Célèbre dans le monde, elle est adulée des Américains qui la nomment la fiancée du danger. En 1955, pour ses 80 ans, le 20 février, les Américains la font voler à bord d'un chasseur supersonique McDonnell F-1 Vaudou aux côtés d'un officier. À 85 ans, elle fait Paris-Nancy, sa ville natale, à vélo et revient sur un hélicoptère à réaction. Elle décède à 88 ans le 14 décembre 1963. C'est alors que commence la période des grands raids. Adrienne Bolland est employée par la firme Caudron comme pilote d'essai. Un jour, son patron lui dit « Si vous parvenez à faire un looping, l'avion est à vous ». Elle en fait 2. Plus tard, elle battra le record du monde avec 212 loopings en 72 minutes, soit 3 à la minute. Elle traverse la chaîne des Andes dans une aventure épique. Elle franchit la barrière où culminent des pics à 6900 mètres, à bord d'un avion dans lequel on ne prendrait pas un baptême de l'air. Après un vol de 4h15, elle réussit où les autres avaient échoué. Elle franchit l'allée des Maccabées, comme l'a nommé les aviateurs du temps, où gisent les pilotes morts dans leurs tentatives avortées. Elle se pose au Chili, sur la base militaire de Los Esperon. Tout le monde de la presse et les officiels sont là, sauf l'ambassadeur de France, qui ne s'est pas dérangé. Il pensait à un canular. Adrienne Bolland décède le 18 mars 1975. Une Américaine, Bessie Coleman, vient voler en France par suite de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle est la première femme noire pilote d'avion en 1921 avec un brevet français. Revenue aux USA, elle devient la coqueluche des meetings aériens. Le 30 avril 1926, à Jacksonville, aux États-Unis, pour pouvoir mieux voir des détails au sol, elle ne fixe pas son harnais de sécurité. L'avion fait une vrille et elle se trouve projetée dans le vide, faisant une chute de 600 mètres, tandis que son avion s'écrase avec son mécanicien. Les grandes conquêtes féminines vont commencer. En France, les femmes dominent l'aviation mondiale. Elles sont les premières pilotes d'essai. Leur liste est longue. Maryse Hills ou Maryse Bastier, à titre d'exemple. Et la plus aimée, Hélène Boucher. En juin 1934, la société Caudron recrute Hélène Boucher, une jeune aviatrice de 26 ans, très populaire à l'époque.
Alors qu'elle débutait sa formation de voltige l'année précédente, Michel Destroyat, son moniteur, déclarait « Dans quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du monde ». Dès le 8 août 1934, elle bat le record de vitesse sur 100 km, 412 km/h, ainsi que le record des 1000 km, à 409 km/h sur C450. Elle remporte le record du monde féminin de vitesse en atteignant 450 km/h sur le même appareil. Le 30 novembre, alors qu'elle rentre d'un vol d'entraînement, son C460 heurte la cime des arbres et s'écrase sur l'aérodrome de Guyancourt. Gravement blessée, elle décède peu après dans l'ambulance qui l'a conduite à l'hôpital. Dans les années 30, une Américaine, Amelia Earhart, captive le monde par ses exploits. Malheureusement, elle disparaît dans une tentative de tour du monde alors qu'elle touchait au but. Mais une autre Américaine va réussir là où Amelia avait échoué. Sheila Scott. Elle bat 2 records du monde en faisant le tour de la Terre d'est en ouest et aussi du nord au sud. La Seconde Guerre mondiale va briser les derniers tabous. Annie Johnson convoie les avions de combat des usines aux bases militaires de la Royal Air Force. En panne de carburant, elle se pose sur la Tamise. Le lieutenant-colonel Fletcher tente de la sauver, mais se noie avec elle. Le corps d'Amy ne sera jamais retrouvé. On pense que, n'ayant pas correctement décliné son code d'identification, elle a été abattue par la DCA anglaise. La politique s'en mêlant, ce sont les Allemandes qui vont ouvrir une brèche dans l'édifice machiste de l'armée. La première héroïne fut Anna Reicht, seule femme décorée de la Croix de fer de diamant et de la médaille d'or du courage et de la bravoure. Les débuts de l'aviation permettent de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Si les pionniers sont des hommes, les femmes ne tardent pas à entrer à leur tour dans les cockpits. Dans les années 20, elles vont conquérir le ciel de l'Allemagne. Ces aviatrices intrépides explorent une nouvelle dimension. En quête d'aventure, elles veulent voler dans l'espace infini au-dessus des nuages. Ellie Beinhorn qui survole les continents. Hannah Reitsch, l'aviatrice de tous les records qui ira jusqu'à l'extrême limite. Melita von Stauffenberg, la pilote d'essai injustement oubliée. Beate Uhse, la première pilote cascadeuse d'Allemagne. Elle donne au ciel de l'Allemagne un visage féminin. Pendant quelques années, tout semble leur appartenir. La liberté au-dessus des nuages, le ciel, l'avenir. À Barkenau, en Prusse orientale, la petite Beate, fille d'un grand propriétaire terrien, a 8 ans. Fascinée par l'histoire de Dédale et Icare, ces précurseurs de l'aviation issus de la mythologie antique, elle a une idée. Elle va se fabriquer des ailes. Quelques lattes de bois, du papier à cerf-volant, des plumes de dinde, tout est prêt. Elle va réaliser son rêve. Du toit de la véranda de la maison familiale, elle tente son premier vol, sans en parler à quiconque. L'atterrissage est rude. Les ailes sont hors d'usage et la fillette a un genou écorché. Cette première tentative est un échec. Mais Beate ne renoncera jamais à réaliser son rêve. Et elle y parviendra. 17 ans plus tard, Beate Uhse est capitaine dans la Luftwaffe.
La Wasserkuppe est le plus haut sommet du massif de la Rhön. Après la Première Guerre mondiale, c'est là qu'est développé le vol sans moteur. Un sport qui attirera toute une génération de jeunes gens. Le développement du planeur s'explique aussi par des raisons politiques. Une photo de classe du début des années 20. Cette fillette aux longues tresses est elle aussi mordue par le virus du vol à voile. Hannah Reitsch grandit dans les monts des géants. Elle habite à quelques kilomètres seulement de la célèbre école de vol à voile de Grunau et y va presque chaque jour à vélo. Son souhait le plus cher est d'y prendre des cours, mais son père s'y oppose. Il lui propose un marché. Si elle arrive à tenir jusqu'au bac sans évoquer le sujet, elle aura le droit d'y suivre des cours. Hannah relève le défi et tient bon. Mais sa promesse ne lui interdit pas de regarder. La réalisation de ses rêves semble à la fois toute proche et terriblement lointaine. Le bac en poche, Hannah rappelle à son père la promesse qu'il lui avait faite, et que, contrairement à lui, elle n'a pas oublié. Hannah Reitsch attend ce moment depuis des années. Spannung, Startmannschaft ausrichten. Confiante, pleine d'espoir et bouillante d'impatience, j'étais à côté du planeur, au milieu d'un groupe de jeunes hommes. Le cœur battant, j'ai pris place sur le siège du Grunau 9. Je mesurais 1,54 m et je pesais tout juste 45 kg. Rien d'étonnant à ce que les garçons qui entouraient le zinc se laissent aller à des railleries. Pour une fille, il était plus raisonnable de rester derrière ses fourneaux. Les premières leçons sont un fiasco. Hannah manque de casser du bois et on lui interdit de reprendre les commandes. Le rêve de sa vie prend des allures de cauchemar. On la considère comme incapable. Et il est question de l'exclure de l'école. Aura-t-elle attendu toutes ces années en vain ? Spannung, Startmannschaft ausrichten. Hannah Reitsch a 19 ans et elle n'est pas du genre à fuir les problèmes, ni à accepter l'échec. Elle prend le taureau par les cornes et s'impose une discipline de fer. Elle s'entraîne sans relâche, avec une cuillère en bois en guise de manche à balai. Inlassablement, elle répète les enchaînements de mouvements. Les gestes doivent être calmes et mesurés, sans précipitation. Elle veut réussir, et elle réussira. Les difficultés des débuts sont vite oubliées. Hannah est sereine et joyeuse. Elle obtient son brevet sans difficulté. Les exercices à blanc ont porté leurs fruits. Le plaisir n'est pas la seule motivation de Hannah Reitsch. Elle veut prouver qu'elle est meilleure que les autres. Et elle y parvient rapidement. Quelques mois plus tard, en 1932, Hannah Reitsch établit son premier record du monde de planeur. Les années 20 sont une période de grands bouleversements dans la société. L'image des femmes évolue et la constitution de la République de Weimar leur garantit l'égalité des droits. Beaucoup de femmes profitent des nouvelles opportunités qui s'offrent à elles. La condition de femme au foyer n'est plus leur idéal. À 20 ans, Ellie Beinhorn incarne ce nouveau type de femme moderne et sûre d'elle. Elle veut absolument réaliser une ambition impossible aux yeux de ses parents. Elle rêve d'explorer des pays lointains et passe son brevet de pilote. Une simple formalité, semble-t-il. Je mentirais si je disais que ce premier vol m'a fait très grande impression. Tout était tellement évident, tellement naturel. Le maniement allait de soi. Il suffisait de pousser doucement le manche vers l'avant pour que l'avion se mette en descente. On sentait d'instinct comment il fallait faire et ça allait tout seul. Aéroport de Berlin-Tempelhof, 29 avril 1931. Une foule nombreuse est venue attendre l'avion d'Ellie Beinhorn. La jeune femme a passé 4 mois à survoler l'Afrique et son voyage mouvementé l'a rendue célèbre. Sur le tarmac, les journalistes se bousculent. Pour les médias, le retour d'Ellie Beinhorn est le grand événement.
Ich glaube, es ist jetzt wärmer und friere mich tot und im Erzgebirge liegt Schnee in 600 Meter Höhe. Sonst ist es natürlich wundervoll. Ellie Beinhorn n'avait pas prévu cela, car elle était consciente des risques d'un tel voyage. L'aviatrice un peu folle, du nom d'Ellie Beinhorn, s'apprête à partir pour l'Afrique. Une fois sur place en Guinée portugaise, elle réalise des prises de vue aériennes pour le compte de 2 ethnologues avec un avion d'une puissance de 120 chevaux seulement. Un grand journal allemand lui envoie un avion pour son voyage de retour. Après cette épopée africaine, la presse à sensation la considère comme la femme la plus célèbre d'Allemagne. Elle correspondait exactement à ce que les médias attendaient d'une aviatrice à l'époque. Elle était sportive, extrêmement courageuse, mais également charmante, douée d'esprit et d'humour. La fillette qui avait sauté du toit vole elle aussi de ses propres ailes, pour son plaisir et pour le compte des autres. Beate Uhse réalise par exemple les cascades aériennes du film de propagande Achtung, Feind hört mit. Attention, l'ennemi écoute, tourné en 1940. Startstelle 15, 16, 17 Platz. Privatflugzeug DEVGR, Bücher Student. Vom feindlichen Agenten gestohlen, zur Landung zwingen. Elle devient ainsi la première pilote cascadeuse d'Allemagne. L'histoire d'espionnage à visée politico-didactique est conforme à l'esprit du régime. La carrière d'aviatrice de Beate Uhse a commencé en 1937. Après avoir passé son brevet d'aviation à Rangsdorf, près de Berlin, elle entre comme stagiaire à l'usine aéronautique Bücker, toujours à Rangsdorf. Dans l'entreprise, elle occupe différents postes. La défection d'un pilote d'essai lui permet de saisir sa chance. Avec l'appareil flambant neuf, j'ai roulé jusqu'au point de décollage. J'ai crié au contrôleur « Vol d'essai sur Bücker !» et on m'a donné le signal de départ. J'avais sur les genoux un bloc avec des données à contrôler. Régime à 1000 mètres d'altitude, à 2000 mètres, vitesse, pression de l'huile, réglage des ailerons, compensation, consommation. J'ai volé pendant des heures et j'avais tout juste 19 ans. Pour vivre la grande aventure de l'aviation, il ne faut pas hésiter à mouiller sa chemise. Et les aviatrices doivent se débrouiller seules avec les problèmes mécaniques. Elles mettent les mains dans le cambouis et connaissent parfaitement les moteurs de leurs appareils. Hannah Reitsch, la championne de vol à voile, s'intéresse elle aussi à l'aviation à moteur. L'une des aviatrices les plus intéressantes de sa génération est la discrète Melita Schiller. Avec son diplôme d'ingénieur, c'est par le biais de l'aéronautique qu'elle entre dans le monde de l'aviation. Elle travaille pendant 8 ans sur l'hélice à pas variable. À la fin des années 20, c'est une technologie de pointe. Pilote accomplie, elle teste elle-même ses résultats théoriques en conditions réelles. Les temps changent. Le régime qui a pris le pouvoir en 1933 se sert de l'aviation comme moyen de démontrer sa force. La liberté au-dessus des nuages n'intéresse pas vraiment les nationaux-socialistes. L'image de la femme dans la propagande officielle est aux antipodes de l'idéal d'émancipation des années 20. La femme au foyer est une valeur montante. Quelles conséquences aura cette nouvelle donne pour les aviatrices? Les nouveaux maîtres du pays soutiennent la pratique du vol à voile, avec des arrière-pensées évidentes. Soweit waren wir im Fliegen, als wir in das NS-Fliegerkorps übernommen wurden. L'aviation sportive devient préparation paramilitaire pour l'entrée dans la Luftwaffe. Les compétitions servent de démonstration de force. Les aviatrices insouciantes et joyeuses n'y ont plus leur place. Dans un hangar, Ellie Beinhorn découvre le nouvel avion du constructeur Willy Messerschmitt, le Bf-108. Immédiatement conquise, elle ne comprend pas pourquoi l'appareil n'intéresse personne. Aux commandes du Typhoon, Ellie Beinhorn parcourt le monde. Elle établit de nombreux records, comme par exemple en 1934, où elle fait un aller-retour Allemagne-Asie en 24 heures. Mais pour elle, les records ne sont pas l'essentiel. Elle veut rencontrer des gens et découvrir des cultures. La séduisante aviatrice sait aussi qu'elle est la meilleure des publicités pour les usines Messerschmitt.
Hannah Reitsch est bien intégrée au système. Elle a fait carrière comme pilote d'essai de planeur. Le réarmement de l'armée de l'air, entamé depuis 1935, lui offre de nouvelles perspectives. Elle entre au centre d'essai en vol de la Luftwaffe à Rechlin. Hannah Reitsch va conquérir un domaine jusque-là réservé aux hommes. À Rechlin, j'ai piloté les modèles les plus divers. Des Stuka, des bombardiers, des avions de chasse. C'était la première fois qu'on me confiait une tâche jusque-là exclusivement masculine. Même si son aspect militaire était provisoire, elle me donnait l'impression d'accomplir une mission patriotique, dont l'importance et la responsabilité étaient de plus grands honneurs que n'importe quel titre ou décoration. Für Hannah war sie überhaupt, wenn man daran zweifelt. Und hier sehen Sie die Flugkapitän Hannah Reitsch, Inhaberin vieler Weltrekorde, sich in dem völlig neuartigen Hubschrauber von Professor Focke heimisch fühlt. Pour le régime, les exploits spectaculaires de Hannah sont un outil de propagande. Pour les conquérantes du ciel, la vie est au-dessus des nuages, et parfois même au 7e ciel. Elie Beinhorn rencontre l'homme de sa vie le 29 septembre 1935 sur le circuit de Masaryk, en Tchécoslovaquie. Depuis la tribune, l'aviatrice voit monter une nouvelle étoile au firmament du sport automobile. Fast während des ganzen bisherigen Rennens führt Rosemeyer. Nur 4 europäische Fahrer sind noch im Rennen. Nach Rosemeyer, Siemens, Helios. Après une prouesse magistrale, Bernd Rosemeyer gagne son premier Grand Prix. Elie Beinhorn est loin d'imaginer les conséquences de leur rencontre. Elle ne cherchait pas de mari. Elle n'avait aucune envie de le faire, mais s'était laissé convaincre. Je crois que contrairement à elle, il a vu tout de suite en elle son épouse. Une relation durable ou un mariage? Elie Beinhorn ne rêve que de voler, seul. Alors à quoi bon se marier? Né à 26 ans, Bernd Rosemeyer sait ce qu'il veut, dans la vie comme au volant. Leur relation a duré. La célèbre aviatrice Elie Beinhorn épouse le grand pilote automobile Bernd Rosemeyer le 13 juillet 1936. Il se débrouille pour échapper aux journalistes. Chez Bernd Rosemeyer et Elie Beinhorn, on semble nettement moins casanier. Scène de la vie conjugale. Bernd und ich fanden es herrlich, unser erstes verheiratetes Weihnachtsfest in Südafrika verbringen zu können. Bernd, der neben seinem Beruf als Rennfahrer auch ein gelernter und, wie ich finde, sehr guter Mechaniker ist, sorgte vor dem Start und später auch während des ganzen Fluges dafür, dass unser Argus-Motor immer in tadelloser Ordnung war. Mein Vater hat ja sofort angefangen fliegen. Et visiblement, c'était un mariage très heureux. Auch das war deutlich eine sehr glückliche Ehe. Da, Rosemeyer ist wieder im Rennen. Rosemeyer jagt in der Rekordrunde der Spitze nach. Rosemeyer holt auf. Er geht in die letzte Runde. An der Spitze des Feldes rast er dem Ziel entgegen. Bernd Rosemeyer auf Auto Union. Sieger in der Coppa Cervo 1937. Pour Bernd Rosemeyer, 1937 est l'année de tous les triomphes. Il est adulé du public et soutenu par sa femme Elie. Rien ne semble pouvoir troubler ce bonheur sans nuage. 28 janvier 1938. Bernd Rosemeyer beim Angriff auf den Kilometerrekord. Le record à battre a été établi quelques minutes plus tôt par son concurrent. Il est de 432 km/h. In höchster Pathos rast Bernd Rosemeyer das Startband. 1 Sekunde, 2, 3, 4 Sekunden. Das Ding ist durchgelegt. 800 Meter. Bernd Rosemeyer hört den Ziel entgegen. Le bolide est lancé à 430 km/h quand il est dévié par une bourrasque. Bernd Rosemeyer meurt sur le coup. Elie Beinhorn aux obsèques de son mari. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à reprendre ma vie d'avant. Il fallait que je vole et que j'aille suffisamment loin pour être sûr de ne pas être reconnu dans la rue. Un an et demi plus tard, le ciel européen est devenu le théâtre militaire de la Luftwaffe. En
septembre 1939, l'Allemagne lance ses bombardiers sur la Pologne et élabore des plans d'attaque aérienne sur l'Angleterre. L'époque où des aviatrices insouciantes décrivaient des figures aériennes dans le ciel est définitivement révolue. Hannah Reitsch aux côtés du constructeur Willy Messerschmitt. L'homme qui quelques années plus tôt avait conçu le Typhoon, l'avion civil d'Eli Beinhorn, ne fabrique désormais plus que des avions militaires. À présent, il a besoin de Hannah Reitsch. Pour les aviatrices, entrer dans la Luftwaffe représente la seule possibilité de continuer à voler. Et elle a pris sa décision il y a longtemps déjà. Elle teste le planeur de transport Gigant, un mastodonte volant qui doit servir à envahir l'Angleterre. Hannah Reitsch tente de s'affirmer dans l'univers masculin de l'armée. Elle se considère comme compagne d'armes des aviateurs. Mais bien souvent, elle a du mal à faire oublier les rôles traditionnels. Ma condition de femme dérangeait ceux qui attachaient plus d'importance à la prédominance masculine qu'à l'urgence de la situation. Les Stuka. Ils fondent en piqué sur leur cible dans des hurlements de sirènes et lâchent leurs bombes avec une grande précision. Les viseurs ont été mis au point par Melita von Stauffenberg. Au début de la guerre, elle voulait être pilote pour la Croix-Rouge, une tâche plus proche du rôle traditionnel de la femme. Les bureaux du ministère de l'Air ont fait capoter le projet et m'ont ensuite chargé de réaliser des essais en piqué. Une mission importante qui me donne entière satisfaction. Elle teste elle-même les Stuka et réalise jusqu'à 15 vols en piqué par jour. Centre d'essai de la Luftwaffe à Rechlin. C'est ici que Hannah Reitsch et Melita von Stauffenberg travaillent comme pilotes d'essai. Les deux femmes sont affectées à des postes similaires. Elles sont en concurrence et ont des personnalités radicalement opposées. Elles se détestent cordialement et ne se privent pas de s'envoyer des piques à l'occasion. Chez Melita, il y avait autre chose qu'une ambition saine et normale. Elle se laissait séduire, peut-être par désespoir, parce qu'elle souffrait de ses origines raciales, et qu'elle préférait que personne n'en sache rien, ni sur son lieu de travail, ni ailleurs. Beate Uhse rejoint elle aussi les rangs de la Luftwaffe. Elle intègre le premier escadron de convoyage à Tempelhof avec le grade de capitaine. Ses motivations sont d'ordre essentiellement pratique. Avec la guerre, l'aviation sportive était devenue impossible. J'ai donc été reconnaissante à la Luftwaffe quand elle m'a offert la chance d'entrer dans un escadron de convoyage. J'ai pu voler sur des appareils qui m'auraient été inaccessibles en temps normal, comme le chasseur Messerschmitt 109. À l'époque, je m'étais dit que cette expérience qualitative et quantitative augmenterait mes chances de reconversion après la guerre. Le 30 octobre 1942, Hannah Reitsch teste le Messerschmitt ME 163, premier avion à atteindre 1000 km/h. Après un départ au moteur fusée, le chariot de décollage devait être largué. L'atterrissage s'effectuait en vol plané, mais ce jour-là, le chariot de décollage ne se détache pas. À l'atterrissage, son visage a heurté une visière. Résultat, quadruple fracture de l'occiput, double fracture de la face, fissure du maxillaire supérieur et son nez avait été écrasé. Ensuite, je me suis noué un mouchoir sur le visage pour empêcher mes camarades de voir la gravité de mes blessures. Un tel dévouement à la patrie mérite qu'on lui rende honneur. Hitler décore Hannah Reitsch de la Croix de Fer. Elle en est très fière. Sa ville natale l'a fait citoyenne d'honneur et lui réserve un accueil triomphal. Hannah Reitsch n'est pas membre du NSDAP, mais elle accepte que le régime fasse d'elle une icône de la Luftwaffe. Elle se prête volontiers au jeu de la propagande. Herzlich begrüßen die Jungen und Mädel den Flugkapitän Hannah Reitsch, die als einzige Frau für ihre Verdienste, die sie der kämpfenden Front als Versuchspilotin geleistet, vom Führer mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Pendant ce temps, Hannah Reitsch teste le premier chasseur à réaction de l'histoire, le Messerschmitt ME 262. C'est l'une de ses armes absolues censées conduire l'Allemagne à la victoire finale.
tout comme la version pilotée des missiles V1, sur laquelle elle effectue également des essais. Das ist V1 in Einsatz. Die unerwartete deutsche Waffe, die eine erste Antwort der deutschen Luftrüstung auf den anglo-amerikanischen Bombenterror ist. Anna Reitsch s'investit beaucoup dans le développement de cette version avec pilote des V1. Anna Reitsch se voit confier les essais de nombreux avions de la Seconde Guerre mondiale, notamment le Messerschmitt 323, un planeur géant au départ. Chose incroyable, le prototype fut mis aux essais seulement 14 semaines après son lancement en fabrication. La minuscule Anna Reitsch avait son poste de pilotage à 7 mètres au-dessus du sol. Un Junker 90, seul quadrimoteur existant à l'époque, fut choisi comme remorqueur. Des fusées à grande puissance d'appoint furent placés sous les ailes et le train d'atterrissage était largué au décollage. The first hurdle, jettisoning the 2-ton undercarriage, was cleared without incident, and the Gigant was airborne. Anna Reitsch donne ses impressions après le vol d'essai. Le système était si primitif et volait si difficilement que c'était très dur pour moi de manier les commandes non compensées. Les hommes eux-mêmes avaient des difficultés. Le pilote était épuisé après 5 minutes de vol. Il était très difficile de tenir la ligne de vol après le décollage. Une fois en l'air, le Gigant était rigide sur sa trajectoire. Une fois en l'air, il apparut que le Gigant n'était pas manœuvrable, même pour des hommes robustes. Anna s'aperçut qu'elle ne pouvait piloter qu'à l'aide du volant, sans le palonnier. Cette situation rendait l'approche du sol très critique. Elle réussit pourtant l'exploit de poser le mastodonte. L'atterrissage ayant réussi, il fut décidé de remorquer le géant par 4 bombardiers bimoteurs. Mais on ne put en utiliser que 3 pour des raisons techniques. Long steel tow cables were attached to the glider, and the Troika Schlepp, as it was called, began its first test flight. Dans ces conditions, la moindre erreur provoquerait un désastre. The takeoff was in many ways difficult, for despite the rocket assistance, the 3 towing aircraft were teetering on the edge of stalling. The whole operation called for extremely skilled, coordinated flying on the part of all the pilots concerned. The smallest error would have been disastrous. And disasters there were. C'est ce qui faillit se produire lors du test suivant. Des fusées à poudre placées sous une aile ne s'allumèrent pas en déséquilibrant complètement l'appareil. Anna Reitsch fit évacuer une partie de l'équipage. Je volais à 50 mètres de haut avec mes roquettes qui, une fois allumées, ne pouvaient plus être arrêtées. J'étais désormais sur une bombe. Par ma taille, je n'étais qu'une mouche aux commandes d'un géant. Il fallait que les bombardiers remorqueurs larguent leurs câbles. L'avion était en piqué et fonçait vers le sol.
Ma préoccupation à ce moment était de sauver mes compagnons. J'ai réussi. Personne ne fut blessé. Des genoux luxés et une jambe brisée. Rien de plus. Personne ne fut tué. Cet avion était trop grand. Il fallait le modifier. À l'issue des essais, l'idée du planeur fut abandonnée et l'avion fut équipé de 6 moteurs et d'un vrai train d'atterrissage à 10 roues. And one of them was tested by Hannah Reich. This was very simple to fly, you see. The engine did it. A view not generally held by Luftwaffe pilots. These sticking plaster bombers, as the German soldiers disparagingly called them, proved easy prey for Allied fighters. En Russie, l'hécatombe des hommes rend obligatoire la mobilisation des femmes. Elles ne volent qu'après le coucher du soleil. Les Allemands les craignent. Quand elles sont prises, ils les exécutent. Durant la campagne de Russie, les femmes russes jouent un rôle important. Sur 300 pilotes, 220 ne reviendront pas. Volant après le coucher du soleil, les Allemands les appellent les sorcières de la nuit. Lydia Lidviak, l'as des as. Tatiana Raskova, Natalia Meklin, Marina Mikhailovna Raskova. Toutes héros de l'Union soviétique. И одна 20-миллиметровая пушка «Швак». По большинству характеристик истребитель Яковлева имел явно очень мало, и советские истребители... Les images de combat que nous regardons sont extraites des caméras synchronisées sur les avions des femmes combattantes. Як-1 применялся на всех фронтах Великой Отечественной. Многие части и соединения, вооруженные Як-1, в числе первых получили высокую... Получила дополнительное бронирование. Потери с нашей стороны составили всего 2 Як-3. Стоит заметить, что почти половина летчиков полка принимала участие в боях впервые. Le courage exemplaire de ces femmes fait l'admiration de tous. Як-3 не имел себе равных. Вдобавок он отличался великолепной управляемостью и оказался очень простым в пилотировании. Эти свойства способствовали быстрому освоению истребителя в войсках. В воздушных сражениях пилоты Як-3 одержали множество побед над врагом при минимальных потерях со своей стороны. Le retour de la paix crée une ère nouvelle où la femme se voit libérée par l'héritage de la guerre. Jacqueline Auriol. Un jour, à bord de ce Mirage, elle a voulu battre le record du monde de vitesse sur 100 km en circuit fermé. Istres, 14 juin 1963. C'est la dernière tentative de record de Jacqueline Auriol. Le dernier épisode d'une lutte de 10 ans contre sa grande rivale américaine, Jacqueline Cochrane. Jacqueline Auriol. En 1949, elle avait été victime d'un accident effroyable. 1 an d'hôpital, une série longue et pénible d'opérations. Mais elle n'avait pas abandonné. Elle était devenue pilote d'essai, un club pourtant très fermé, réservé aux hommes, n'est-ce pas? Les hommes, ils étaient autour d'elle, attentifs à son service. Toute une équipe qui l'adorait. Ceux du centre d'essai en vol, mécanos, spécialistes, ingénieurs d'essai. Regarde, vérifier, aérofrein. Les essais d'aérofrein sont faits. La mise des gaz. La
mise des gaz complète, la post-combustion et le lâcher des freins. Mach 1. Que ressent-elle au-delà de la vitesse du son? C'est la joie d'avoir dans la main quelque chose de... Enfin, d'exercer soi-même une impulsion et de faire obéir comme ça, tant de puissance. Ça, c'est peut-être plus agréable encore pour une femme que pour un homme, j'en sais rien. Enfin, moi, je n'ai jamais exercé beaucoup mon autorité sur les êtres, mais j'avoue que l'exercer sur les avions, ça a toujours été merveilleux. 2038 km/h, record battu. Retour à la base, avec un record de plus. Un jour, sans doute, on s'étonnera de notre étonnement. Comment une faible femme dans ce monstre d'acier, et pourquoi pas? Toutes ces femmes, Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli, Valérie André, Jacqueline Cochrane, toutes ont dû leur célébrité à cette injustice qui réserve l'aviation aux seuls hommes. Elles ne furent que des pilotes, comme les autres. Et c'est bien ce que pensait Jacqueline Auriol en roulant vers le parking. Elle agissait et pensait en professionnelle, en pilote, tout simplement. Quand je me suis posée normalement et heureuse, et bien sûr je savais que j'allais avoir tous les gens qui avaient préparé avec moi ce record et qui avaient été aussi essentiels que moi-même dans sa préparation et dans sa réussite. Je savais qu'ils allaient m'attendre et qu'ils allaient probablement être plus heureux que moi, parce que moi j'allais perdre cette espèce de moment fantastique qu'est l'amitié, la cohésion de l'équipe autour d'un record tout spécialement. Et je suis sortie de l'avion. Une jeune femme remarquable, Caroline Aigle, polytechnicienne, brise le dernier verrou et devient la première femme française pilote de chasse en 1999. Elle décède en 2007 à 33 ans d'un cancer foudroyant au cerveau. D'autres bastions restent à prendre dans le monde de l'aviation civile avec les femmes commandants de bord des transports publics. Je m'appelle Valina Grimal, je travaille à la CCRM Airlines depuis 13 ans. Je suis commandant de bord depuis une dizaine d'années. Et là, je suis donc commandant de bord instructeur sur ATR 72. J'ai 13 ans et j'ai commencé à voler, j'avais une quinzaine d'années. Donc j'ai passé mon brevet de pilote de base à 16 ans, pilote privé 17. Et après, bon, le bac, Mersup. Et après, j'ai fait toutes les certificats de pilote de ligne et la partie pratique. Pas tellement d'efforts physiques, donc, puisque tout est assisté maintenant, hein, tout est compensé, les efforts sont compensés. Donc c'est équivalent, il n'y a pas besoin d'une force particulière, donc il n'y a pas besoin d'être un homme pour pouvoir piloter. C'est un milieu masculin, mais qui n'est pas machiste, hein, du tout. Hein. Non, c'est pas fermé, non. Non, c'est pas fermé du tout.
aucune raison qu'une femme n'y arrive pas. Hein, aucune. C'est totalement accessible à une femme et ouvert et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. En tous les cas de cause, il faut être hyper motivé. C'est souvent une question de motivation. Hein. Il faut aimer ce métier, aimer voler, aimer... Le vent est calme, 10 km de visibilité, Few 4000, Broken 23 000, 16 degrés sur 11 et 1017. Il n'y a pas de latitude, chaque vol est différent en fait. Hein. Et en plus, comme ce sont des étapes courtes, on est en perpétuelle activité. Au niveau des paysages, on ne se jamais, non. Ils sont toujours différents. Et il y a toujours des couleurs particulières, différentes à chaque étape et à chaque moment de la journée. C'est un métier qui est passionnant. Hein. On est en perpétuel mouvement, on évolue sans arrêt, on apprend des choses en permanence. 50, 40, 30, 20, 10. À bord d'un avion, nous sommes des individus, des pilotes avant tout, et pas du tout un homme ou une femme. Les femmes occupent les postes les plus prestigieux. Christine de Grandbrec, première commandant de bord d'un géant du transport commercial, le Boeing 707. Et le couronnement avec Patricia Hafner, première femme pilote du Concorde et première femme commandant de bord de l'Airbus 380. Les femmes sont aujourd'hui partout. Elles interviennent également dans la sécurité civile, malgré le danger du métier. Elles font un travail admirable. Combien parmi vous ont entendu parler des femmes pilotes de Canadair? Les femmes s'alignent en compétition avec les hommes. La championne russe Svetlana Kapanina, 10 fois champion du monde de voltige.
Il n'y a pas d'air dans la cabine. Pour prendre conscience de la force G qui s'applique à la pilote, regardez ses cheveux. Certaines formes de courage sont des exemples, telle l'histoire de Dorine Bourneton que je vous invite à écouter. À 15 ans, je fais mes premières heures de vol, mes premiers vols solo, je n'ai même pas mon permis de conduire. J'ai des étoiles plein les yeux, je vole avec les étoiles. Et même si j'ai un petit peu peur dans mon avion, je me prends pour une étoile. Le 12 mai 1991, je monte à l'arrière d'un petit avion, un Piper immatriculé Roméo-Juliette. J'ai rendez-vous avec mes héros. Les pilotes de Canadair nous attendent sur la base de Marignane. Le ciel est gris, mais l'avion décolle. Il est 8 heures, nous sommes 4 à bord. Les prévisions météo ne sont pas bonnes au-dessus du massif central, mais comme souvent en aviation, André, le pilote, décide d'aller voir. Si ça ne passe pas, on fera demi-tour. Selon les statistiques, lorsqu'un pilote non entraîné au vol aux instruments entre dans les nuages, il reste exactement 180 secondes avant qu'il ne percute le sol. Devant nous se dresse un mur de nuages, compact, dense. J'ai peur. Je m'enfonce dans mon siège. Je rattache ma ceinture de sécurité. Rapidement, le nuage nous absorbe. 180 secondes. Lorsque je me réveille, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je cherche André, le pilote. Il est mort. Pour Mathias aussi, c'est fini. J'essaye de toucher les pierres qui parent à son tour. La peur, le froid, les corps broyés, les heures qui passent, le brouillard, un hélicoptère. Il ne me voit pas. Je crie, il ne m'entend pas. Le vent siffle dans les arbres. Il va bientôt faire nuit. Lorsqu'enfin, des voix, des bras, 180 secondes, 12 heures d'attente, je suis tombée du ciel. Et mon sauveur s'appelle Philippe. Quelques semaines plus tard, le verdict tombe. Je resterai paraplégique. Allongée sur mon lit d'hôpital, je ne veux plus sortir. Je refuse de m'asseoir dans un fauteuil roulant. Les larmes et la douleur se mélangent. La peur encore, le refus. Jusqu'à ce moment où, par la porte entrouverte, j'aperçois 2 jeunes garçons qui font la course en fauteuil. Ils s'éclatent, ils rigolent, ils sont beaux, ils sont jeunes. Alors c'est possible. On peut être en fauteuil roulant et être joyeux. On peut être cloué sur une chaise et continuer à rire. De ce jour, je ne les quitte plus. On a 16, 18, 20 ans. On paraît avec un handicap. Et alors, on va pas se laisser emmerder par des jambes. La souffrance resserre les liens. Ils savent trouver les mots qui réconfortent, les paroles qui rassurent, le geste, l'amour, l'amitié, tout est là. En rééducation, on nous apprend à passer les trottoirs, on nous apprend à faire du 2 roues. On tombe, on se relève, on trouve en nous la force pour se hisser du sol jusqu'au fauteuil. Vous avez jamais remarqué, la peur, le stress sont des forces invisibles qui nous aident à avancer, qui nous aident à nous hisser, qui nous stimulent parfois au lieu de nous freiner.
Les médecins répondent impossible à mes questions, surtout lorsque je leur dis que je veux piloter un avion. On a besoin de ses pieds pour piloter un avion. En effet, les palonniers qui actionnent la dérive de l'avion sont comme la barre d'un bateau qui actionne le gouvernail. Mais 16 ans, c'est l'âge où rien n'est impossible. Moi je sais qu'on peut trouver des solutions. Alors je décide que même sans jambes, ma vie sera comme je l'aurais toujours voulu. Une quête d'avant, une vie d'amour et de passion. Avec mon père, on fait le tour des meetings, le tour des salons. On se renseigne, on pose des questions. Je rencontre Jacqueline Claire, une femme qui marche avec des béquilles et dont le père lui a construit un petit avion sans palonnier. Mon père a voulu essayer. L'avion est resté 10 ans dans le garage parce qu'il ne s'est pas planté un clou. En 93, il n'y a pas d'internet. J'écris un témoignage dans un magazine et là, on me répond qu'il existe des avions équipés de commandes manuelles de pilotage. C'est-à-dire que les commandes qui sont habituellement au pied ont été ramenées à la main. Il y a 3 aéroclubs en France comme ça. Je peux donc, comme je l'avais toujours espéré, piloter des avions rien qu'avec les mains. Je passe mon permis de conduire et je déménage à Toulouse et je reprends mes cours sur l'un de ces avions. Et là, je me rends compte que ce n'est pas plus difficile qu'avant. On devient beaucoup plus habile de ses mains quand on n'a plus ses pieds. On a plus de réflexes, on a plus de force. Mon instructeur me prend sous son aile. Mes amis m'encouragent, je sens la fierté de mon entourage. Et en avril 1995, j'obtiens mon brevet de pilote sur l'un de ces avions équipés. 4 ans après mon accident. Avant, je voyais le monde d'en bas. Je peux désormais aussi le voir d'en haut, avec le même émerveillement que lorsque j'avais 10 ans. À bord de mon avion, je suis un pilote comme un autre. La même année, Eugène Belay, une figure de la région, m'invite à participer au rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Je vais survoler le désert, me poser à Cap-Jup. Le rallye, c'est aussi une compétition et à l'arrivée, notre équipage termine premier. Avec Eugène, nous célébrons la mémoire des pilotes de l'Aéropostale, les Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. L'année suivante, je me sélectionne au Tour de France aérien des jeunes pilotes. C'est un Tour de France qui récompense les meilleurs jeunes pilotes de France. On a tous entre 18 et 23 ans. On va suivre des épreuves en vol, au sol, et à l'arrivée, on veut tous devenir pilote professionnel, pilote de ligne ou pilote de chasse. Et moi, je veux devenir instructrice. Je me classe 31e sur 70 participants. Mais l'aventure s'arrêtera là. Je découvre que le métier de pilote est interdit aux handicapés. Pas possible. Pour des milliers de raisons, me répondra un représentant de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Nous sommes en 96. Interdit, pas possible. On est habitué dans le milieu de l'aviation à relever des défis impossibles. Alors moi aussi, je vais relever un défi impossible, celui de faire changer la réglementation. Je crée la commission des pilotes handicapés de l'Aéroclub de France. Je pars en Californie à la rencontre de Michael Smith. Michael Smith, c'est un vétéran du Vietnam qui continue son métier de pilote. Il est pour moi un exemple fort, instructeur, il fait de la surveillance de feux de forêt, du transport de fret. J'ai volé à ses côtés. Et il m'a appris mieux qu'un valide à poser un avion de nuit sur un terrain de Los Angeles noyé dans les lumières de la ville. Peu à peu, j'attire l'attention d'autres pilotes paraplégiques très expérimentés comme Guillaume Ferral, Alexandre Pierre. Ensemble, nous créons une patrouille aérienne, la patrouille Bleu Ciel. Les montres Breitling nous sponsorisent. Je suis le leader de 5 pilotes et 3 avions. Je mène mes coéquipiers par le bout des ailes. Et Guillaume a toujours l'élégance de s'occuper de mon fauteuil qu'il charge à l'arrière de l'avion. On mélange nos roues, nos rayons. Et quand on nous voit débouler avec nos roulettes sur les terrains d'aviation, on nous surnomme le gang des paraplégiques. Les médias s'intéressent à mon histoire. Des reportages me sont consacrés. Dans l'aviation, les hommes m'ont donné envie de me dépasser. Les femmes m'ont donné envie de leur ressembler. Je pense notamment à Brigitte Révelin-Falco, qui a été une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France et qui m'a accompagnée, épaulée, conseillée tout au long de ce combat pour les paraplégiques. Une autre princesse s'est penchée sur mon fauteuil. Elle s'appelle Olympia Weiler. C'est une vraie princesse qui vit dans un château à Rome. Elle a financé nos heures de vol et soutient l'aéroclub des Mureaux qui porte son nom. En 2002, je participe à une mission aérienne de surveillance de feux de forêt. De ce jour, nous apportons la preuve que tout poste de travail peut être aménagé et que des hommes et des femmes handicapés peuvent assumer à 100% des missions aériennes complexes. J'écris un livre. Il est publié aux éditions Robert Laffont. Parmi mes lecteurs, il y a des anonymes, des pilotes, mais surtout Dominique Bussereau,
secrétaire d'État au transport. Toute son administration était contre une évolution de la réglementation pour les paraplégiques. Et vous savez ce que le mot administration veut dire en France. Pourtant, à l'issue de longues discussions, d'échanges, de tables rondes, Dominique Bussereau signe en novembre 2003 l'arrêté ministériel qui ouvrira l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées des membres inférieurs. Le métier de pilote, instruction, surveillance de feux de forêt devient possible aux personnes handicapées. Depuis, 6 ont été diplômés, dont Guillaume, qui est l'un des tout premiers instructeurs. On nous avait dit c'est impossible, eh bien nous, on l'a fait. Aujourd'hui, je dirige des projets pour une entreprise de production audiovisuelle, mais l'aviation reste ma passion. Les pilotes du Rafale Solo Display m'ont demandé d'être leur marraine. J'ai l'impression de faire partie d'une grande famille, même si ma famille à moi est toute petite. Elle a 7 ans, elle s'appelle Charline. Pour elle, c'était normal de voir sa maman décoller au Salon du Bourget en 2011. Le Salon de Bourget, qui a vu tant de héros, tant de pionniers, tant d'ingénieurs, tant de fous volants à qui on avait dit un jour c'est impossible. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas eu cet accident. Tout ce que je sais, c'est qu'un accident aussi tragique ne nous empêche pas de devenir ce que nous sommes vraiment au fond de nous. J'étais une enfant pleine de joie de vivre. Et ma plus grande chance, c'est de n'avoir jamais perdu cette joie. J'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes. La joie, ce n'est pas l'absence de tristesse, ni l'absence de douleur, mais elle donne une force bien supérieure à toute autre chose. On se sent tous un jour un peu handicapés, face à l'adversité, face aux défis, face à nous-mêmes, face aux autres. Moi-même, mon plus grand handicap, ce n'est pas d'être en fauteuil roulant. Mon vrai handicap, c'est d'être timide. Ce handicap complique nos vies. Mais perdre sa joie, vivre sans joie, qui peut l'imaginer? Merci. Les femmes accomplissent des performances plus grandes encore, telle Jessica Cox, née sans bras. Modèle de volonté, Jessica Cox est parvenue à piloter sans bras. Depuis mon enfance, j'ai appris à tout faire avec mes pieds. Même positionner des verres de contact. J'ai même appris à jouer du piano. Par volonté, elle a passé son brevet de pilote. Comment peut-on piloter sans bras? Je ne m'interroge jamais, je fais. Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, "Look, Ma, no." Comment peut-on contrôler un avion avec les pieds? Learning how to buckle my seatbelt, and probably the greatest challenge was have my Mon pied droit contrôle les ailerons et la profondeur. Mon pied gauche contrôle la manette des gaz et les instruments. push the off switch. So you feel perfectly safe. I do, yes. Learning to land the plane safely, but I think the greater the challenge, the greater appreciation you have when you do that. You know, there's not. J'étais très sceptique au début sur la possibilité de la faire piloter sans bras. Jessica uses her left foot to control the throttle. Then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she does it like a pro. And watch after she makes a... À l'atterrissage, elle pose l'avion parfaitement, puis ouvre la verrière avec son pied. C'est un modèle de volonté. Le dernier bastion tombe. Virginie Guyot entre dans la patrouille de France, dont elle finira par devenir le leader.
Les femmes ont prouvé leur capacité dans tous les domaines. Aujourd'hui, elles attaquent l'espace. « 28 janvier 1986, la navette Challenger emporte 2 femmes. 15 secondes avant le départ. Le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. 2 femmes s'inscriront ce jour-là au martyrologue de l'espace. Krista McAuliffe et Judith Resnick. 73 secondes et tout est fini. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. L'espace proche de la Terre vient à peine d'être abordé que déjà, les femmes se portent candidates pour les explorations lointaines vers le cosmos, avec le courage, la ténacité et la persévérance qui les caractérisent. L'avenir leur appartient.